Aujourd'hui devait faire 55 ans exactement. Et le Mali, le Niger, le Burkina Faso, aujourd'hui réunis au sein de l'espace AES, ont décidé de manière souveraine leur retrait au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà, comment est-ce que vous avez analysé ou interprété cette sortie, tout indépendamment des actions qui, bien sûr, ont été évoquées par les pays eux-mêmes? On parle notamment de la mise en application sélective des sanctions et puis le mépris de leur souveraineté. Mais écoutez, c'est une victoire d'étape. C'est ce que j'ai, c'est mon appréciation. Comme parmi tant d'autres gestes, actes qui ont été posés par les pays de la Confédération de l'AES. Pourquoi c'est une victoire d'étape? Sur le papier, l'Organisation internationale de la francophonie a vocation à promouvoir la diversité culturelle et le français, entre autres. Mais ce que très peu, n'est-ce pas, d'Africains ne savent pas, c'est que, au même titre que la France-Afrique, au même titre que le franc CFA, au même titre que l'Agence française de développement, entre autres, l'Organisation internationale de la francophonie fait partie des métastases de la politique française en Afrique. Je parle de la politique du néocolonialisme français en Afrique. C'est ça qui est la question. Et vous vous souvenez que la plupart des pères fondateurs, tant de la francophonie que de la France-Afrique, c'était les francophiles. Houphouët-Boigny, du côté de la Côte d'Ivoire, Senghor, du côté, n'est-ce pas, du Sénégal, Habib Bourguiba, du côté de la Tunisie, Aman, comment s'appelait le père fondateur du Niger, je crois, c'est Amani Diori. Amani Diori, voilà, qui arrive. Amani Diori, entre autres. Donc, la plupart, c'était des francophiles. Et il s'agit donc des rampes, parce que l'OE fait partie de cette rampe néocoloniale que la France utilise. D'abord pour caporaliser ou prendre en otage notre système, notre patrimoine culturel, c'est-à-dire le système éducatif, entre autres. C'est pour ça que dans la nouvelle trouvaille de M. Macron, dans ses rapports qu'il veut pérennes avec l'Afrique, en tout cas avec certains pays du continent africain, il a mis en relief la coopération culturelle. Et quand on parle de la coopération culturelle, c'est très vaste. C'est comme l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est quelque chose de vaste et de pernicieux. Donc, c'est une victoire d'étape. Et ce geste est d'autant important pour nous, les panafricanistes, qu'il a été posé au moment justement où l'OIF célèbre 55 ans du côté de l'Hexagone. Et c'est une victoire d'étape. Maintenant, pour revenir dans l'essentiel de l'analyse, écoutez, l'OIF n'est pas là pour régler les questions de souveraineté des pays africains. C'est-à-dire, évoquer cette problématique, ça veut dire ne pas connaître le fondement, je veux dire l'objectif même. Tant de la France-Afrique n'est pas là pour respecter la souveraineté des pays africains. La France-Afrique est là pour s'ingérer dans les problèmes africains. Je crois que régulièrement, nous constatons des ingérences de la France dans nos contradictions internes. Si tel gouvernement n'est pas approuvé, n'est pas adopté par la France, il est illégitime. Si telle élection, si tel président élu légitimement par son peuple n'est pas reconnu par la France, il n'est pas légitime. Vous avez, c'était les constitutionnels français qui sont arrivés dans certains pays du continent africain pour y réécrire la constitution. Comme s'il n'y avait pas de constitutionnalistes dans ces pays-là. Ça fait partie donc des conséquences de l'appartenance de certains pays africains dans le giron de la France-Afrique avec ces métastases que je viens de vous convoquer, c'est-à-dire l'Agence française de développement, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, les accords de défense, les accords culturels, les accords, tout ce qui concerne ces accords léonins
que la France a signé avec la France, soit avant, soit pendant ou après ces deux indépendances. Donc il ne faut pas se tromper. L'OIF n'est pas là pour gérer, pour permettre à nos pays d'être souverains ou indépendants. Déjà, il y a quand même un paradoxe. La secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mouchki-Wabo, qu'est-ce qui peut expliquer sa position, je veux dire sa présence dans cette institution en tant que secrétaire général? Son pays, la langue officielle de son pays, est-elle le français? Je ne crois pas. Je crois que le Rwanda a opté comme langue officielle l'anglais. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que l'Organisation internationale de la francophonie, qui regroupe les pays qui ont en commun la langue française, soit dirigée et à sa tête, que l'OIF ait à sa tête une Rwandaise? C'était quoi le deal? C'est donc ça le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, au même titre que la France-Afrique, l'agent français de développement, l'OIF, il s'agit des rampes géopolitiques que la France utilise pour continuer à exister au niveau de la scène internationale, du point de vue, n'est-ce pas, de sa visibilité dans les instances internationales, notamment à l'ONU et l'Union européenne. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est ça qu'il est question. Nous pouvons, en même temps, il urge donc pour les Africains, c'est bien de sortir de ces trucs, c'est également bien de dénoncer le fait que nous utilisons n'est-ce pas, la langue du colon, la langue de l'oppresseur, mais il faut trouver justement en Afrique une langue commune par laquelle les Africains doivent pouvoir communiquer. Peut-être le Swahili, ça peut-être en Bambara, peut-être en Bassa, peut-être en, je ne sais pas, en Douala. Bref, il va falloir trouver, ou en Wolof. Dans tous les cas, il va falloir trouver, et ça c'est le travail des politiques et des historiens qui doivent pouvoir trouver une langue commune en Afrique, parce qu'en réalité, que ce soit l'arabe, le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol, ce sont les langues du colonisateur.